Tabasman me dit « Que penses-tu du travail d'Habib Beye au Red Star? Plus précisément, est-il prématuré de le voir évoluer avec un effectif en Ligue 1 ?» N'ayant vu aucun match du Red Star cette année, j'ai du mal à me prononcer, mais je trouve que malgré tout, il a très bien fait. Même si son équipe lâche dans les derniers matchs, il y a quand même eu une qualité de jeu très nettement supérieure à l'adversité durant toute la saison. Donc c'est pas à moi de juger si c'est prématuré ou pas. De toute façon, on sait que tôt ou tard, Habib entraînera en Ligue 1, donc cette saison ou une saison prochaine. Lord Sinclair me dit « Reconnais-tu quelques qualités à Julien Stéphan malgré ton aversion pour le personnage? Au passage, Strasbourg remercie Rennes. » Oui, des qualités, évidemment, Julien Stéphan en a. Je suis pas complètement... Comme j'ai dit, je trouve l'entraîneur intéressant. C'est l'homme qui me pose plus de problèmes. Et surtout, comme je le disais la semaine dernière, je le redis cette semaine, cette incapacité à inverser les choses quand tout va mal. Et c'est pas cette victoire tombée du ciel et tombée du sifflet de Rudy Buquet qui va me faire changer d'avis à Metz, quoi. Je pense que malgré tout, il y a quand même beaucoup mieux à faire avec l'effectif dont Julien Stéphan dispose. Je pense aussi qu'il y a un problème de timing, qu'avoir annoncé aussitôt sa prolongation de contrat alors que rien sur le terrain ne justifiait cette précipitation. Voilà, je pense que ça pose des petits soucis, mais effectivement, je ne l'aime pas, mais j'essaye d'être malgré tout objectif avec lui. Koyan95 me dit « Projection de Euro 2024, comment remplace-t-on Lucas Hernandez? Dédé doit-il vraiment maintenir Randal Kolo Muani dans ses choix d'attaque? Y a-t-il un truc à faire avec Lacazette, Barcola plutôt ?» Comment on remplace Lucas Hernandez? Moi, je pense que le problème, c'est que Lucas, il jouait tantôt à gauche, tantôt axial. Donc, la tentation de prendre un joueur de ce genre est forte, mais il y en a pas trop. Autant tu as des joueurs comme Simakan qui peuvent jouer axial droit ou latéral droit, autant des joueurs qui peuvent jouer axial gauche et latéral gauche, il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense que Ferland Mendy, qui est quand même plutôt très bon avec le Real depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, mérite de revenir. Quant à Kolo Muani, j'imagine que le fait que la liste soit élargie va probablement lui sauver sa tête, d'autant plus qu'il n'a jamais déçu en équipe de France. Barcola, effectivement, il sera peut-être. Lacazette, je pense qu'il faut arrêter de rêver. Je pense qu'entre Lacazette et Deschamps, il y a une incompatibilité d'humeur rédhibitoire. Lord Sinclair me dit « Si tu pouvais prendre une décision pour améliorer l'arbitrage, quelle serait-elle » C'est un truc sur lequel je reviens très souvent, c'est l'uniformité dans les décisions. Et là, si on prend l'arbitrage de Rudy Buquet à Metz, il n'y a même pas d'uniformité dans le même match. C'est-à-dire, il y a une échauffourée entre Théâtre et RL, et les deux ont jaune. Et il y a cette bousculade de Mikotadze à rouge, contrôlé à la VAR en plus. C'est ça le problème, c'est que s'il avait mis rouge à Théâtre et à RL, ça m'aurait pas plus posé de problème de ça qu'il mette rouge à Mikotadze. Mais pourquoi cette sévérité extrême sur Mikotadze et cette clémence sur Théâtre et RL? Donc déjà, dans un même match, l'arbitre n'a pas de constance. Après, il y a encore eu un but aberrant refusé à Lorient, à Lens. Les problèmes perdurent. Alors on nous expliquait que les arbitres étaient perdus avec les consignes. Voilà. Maintenant, je me souviens même plus de son nom. Le mec qui s'occupait du football pro a été viré. C'est Gauthier qui est seul aux manettes et on ne voit pas le début du commencement d'une amélioration. Pignard a été sanctionné après son mauvais arbitrage, mais Frappard ne l'a pas été après son mauvais arbitrage à Lyon-Marseille. Il y a rien qui va, Et je dirais qu'en l'état actuel, la sonorisation des arbitres va surtout
les mettent encore plus en porte-à-faux par rapport au public. Fred Lichtel me dit, au vu des performances du gardien du Racing, pensez-vous que M. Vera doit titulariser un autre gardien? Bah non, pas de match de la fin. Après, il faut aussi reconnaître que Bellarouche a beaucoup d'allure, mais qu'il arrête jamais rien, quoi. Il n'a pas gagné un point depuis qu'il a remplacé Sels dans les buts. Il a commis quelques bévues et voilà, la marche elle est clairement trop haute sur lui. Et Strasbourg doit d'urgence recruter un gardien de but qui, selon mes informations, ne sera pas le Roumano-israélien cité par les sites strasbourgeois. Ragondin me dit, Monsieur Turpin a été félicité de son arbitrage en demi-finale de la Champions League. Pourquoi une telle différence avec la Ligue 1? Mais il a été très bon aussi à Brest-Nantes. C'est vrai qu'il a fait un arbitrage absolument remarquable à Bayern Real. C'est vrai que c'est dur à expliquer, peut-être qu'il y a une concentration supérieure, un investissement personnel supérieur, et quand je dis ça, c'est plus une critique qu'un compliment, parce que un arbitre doit être concentré de la même manière quand il arbitre Clermont-Metz que Real Bayern. Voilà, je dirais que clairement Turpin, comme certains joueurs, augmente son niveau de jeu en termes au moment où l'affiche augmente avec lui. Joannet me dit, le PSG est-il trop confiant pour la qualification? Je vois pas beaucoup de confiance, je vois pas non plus d'inquiétude, mais je vois rien, quoi. Je vois une équipe qui a perdu 1-0 au match aller et qui se prépare à jouer le match retour. Il y a rien qui m'indique, à moins qu'il y ait des choses qui m'aient échappé par mon hospitalisation, il y a rien qui m'indique que le PSG soit extraordinairement confiant avant cette demi-finale retour contre Dortmund. Seb OM Pro me dit, qui vois-tu comme entraîneur à l'OM pour la prochaine saison? Pas Galtier, mais à ton avis, merci et content de voir que tu vas bien. Bah, pourquoi pas Galtier déjà? Moi j'aime beaucoup Christophe, je trouve que c'est un mec investi. J'ai beaucoup aimé son interview dans l'équipe où il explique sa saison au PSG et effectivement il explique aussi que à partir du moment où Neymar se blesse, bah c'est plus la même chose. Après, bah c'est toujours pareil. Il y a cette volonté de Longoria d'avoir un entraîneur de renom. Voilà, c'est sûr que si l'OM fait Paulo Fonseca, c'est magnifique. Mais est-ce que Paulo Fonseca n'aura pas plus envie d'aller au Milan AC? Est-ce que Lille n'arrivera pas à le retenir? Voilà, il y a des choses comme ça. Conceição peut-être aussi. Conceição me paraît être un entraîneur qui, dont la personnalité collerait très très bien avec celle de l'OM. Mais voilà, dans ces trois-là, je pense qu'un des trois serait bien. Elias Recham me dit, on assiste à un joli mano à mano entre City et Arsenal. Lequel des deux sera-t-il champion selon toi? Bah, c'est le genre de situation où, en plus éliminé de la Ligue des Champions, je vois plus City laisser le moindre point en route. Donc là, ils sont deuxièmes, mais ils ont un match en retard qui serait leader. Et je pense que ce sera très très dur pour Arsenal. D'abord, il faut qu'Arsenal fasse carton plat. Et je pense que City est encore une fois bien placé pour se succéder à lui-même. Elias Recham me dit, en voyant le rouge de Mikotadze, j'ai cru à une blague, mais plus largement, j'aimerais comprendre comment les arbitres peuvent commettre des erreurs grossières en ayant les images sous les yeux. Aurais-tu une explication? Bah, si la VAR appelle Rudy Buquet pour voir, c'est juste forcément qu'ils ont un doute. Après, c'est aussi la question de savoir si l'arbitre a envie de se déjuger ou pas. Visiblement pas là, hein. Il était très content de lui. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je lui reproche, c'est d'avoir fait preuve de clémence dans l'échauffourée qui était, me semble-t-il, plus intense entre Théâtre et RL que entre ce geste d'humeur de Mikotadze qui valait un jaune et certainement pas plus. Après, dans le même match, il s'est trompé 2 fois en donnant un penalty ridicule sur Kalimundo et en refusant un penalty pour Rennes pour une main par contre évidente sur un coup franc. Ibrahim Haïm me dit, attention, question casse-gueule. Tadam.
Que penses-tu de l'interdiction dans le foot amateur de jouer avec des collants pour cacher les genoux et les cuisses? Acte anti-musulman au respect de la laïcité. Et que penses-tu de la réaction de ta consoeur Nassira El Moadem de chez FI? Je savais pas que Nassira El Moadem était de chez FI. Ah, France Inter. Bah, elle est plus chez France Inter. Hein. Il y a marqué qu'elle est de France Inter sous son profil Twitter, mais France Inter s'est empressé d'ailleurs de dire qu'elle ne faisait plus partie de la maison, ce qui permet de mettre le problème de côté. J'ai toujours du mal à dire, à entendre une Française, puisque Nassira est une Française, dire que les Français sont un pays de dégénérés. Ça me blesse, parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Après, moi, je vis dans une ville qui est très à l'abri de tout ce genre de considérations. Et je m'en félicite d'ailleurs. Pour ce qui est des collants, pour cacher les genoux et les cuisses, acte anti-musulman au respect de la laïcité, j'ai surtout envie de dire parfois acte pour lutter contre le froid, parce que quand il y a un match de foot et qu'il fait -2 ou -3, t'es bien content de te protéger les genoux, surtout quand tu joues sur un synthétique et que à chaque chute tu peux te brûler. Donc autant je peux comprendre qu'on interdise le voile pour jouer au foot, autant cacher les genoux et les cuisses, ça me paraît beaucoup. Puis ça me paraît surtout détourner les objets interdits de leur vocation première. C'est pas mal sorti quand même. The American Nightmare. Cody Rhodes me dit, dis-moi hors foot, ce week-end le catch américain était en France. Regardes-tu de temps en temps? J'ai un peu de mal parce que je trouve que ça bavarde beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de stories, le mec qui se provoque, machin, ça dure des plombes et finalement c'est au détriment des combats. Moi j'avais été à Bercy quand la WWE était venue, ça m'avait permis de rencontrer, que je vous dise pas de conneries, AJ Styles et Becky Lynch. Et puis surtout mes deux copains commentateurs, Philippe Giraud et Christophe Agus, qui sont vraiment deux mecs absolument adorables et génialissimes. Bon, là c'est à Lyon, hein, c'est un peu loin de chez moi, et puis c'est certainement pas dans l'état où je suis en ce moment que je vais me déplacer. Mais c'est vrai que je regarde moins. Art Bohème me dit, j'ai entendu dire que vous aviez racheté aux enchères les vraies baskets originales de Marty du tournage Retour vers le futur 2, est-ce vrai? Alors je sais pas si j'ai acheté les vrais, mais c'est vrai que j'en ai acheté aux enchères, puisque en fait Nike avait édité 10 paires, concept, hein, des paires importables, dans une boîte jaune je sais plus ce que c'était, anti-radiation du film, et il y avait 10 ventes aux enchères dans 10 villes d'Europe. Je crois que c'est Will Smith ou la femme de Will Smith qui les avait achetés à Munich, dans les 12 000 €. Donc moi j'y étais allé, puisqu'à l'époque j'ouvrais la boutique de basket avec mon fils. Et voilà, les enchères déroulent, on a 2, 3 000, 4 000 €. Je lève toujours pas la main. Mon fils commençait à me mettre des coups de pied. 4008, je lève la main. Et là, j'ai senti clairement, c'est oh merde, il y a le mec de la télé, il est blindé, ça sert à rien de lutter et on va pas les avoir. Donc c'est vrai que je les ai eus à 5 200 €, ce qui est à la moitié du prix acheté dans les autres villes d'Europe. Les baskets ont été évidemment exposées très longtemps dans la boutique jusqu'à ce qu'on la ferme. Et aujourd'hui, c'est mon fils qui les a, ou qui les a vendus d'ailleurs. Je suis même pas au courant. Sébastien Bailly me dit, le propriétaire de l'AS Nancy-Lorraine évoque la possibilité de fermer le centre de formation. Dans le même temps, les jeunes sont en finale de la Coupe Gambardella. On est bien d'accord, ce serait la pire des choses de fermer le centre. Oui, mais ça coûte des sous, un centre. Voilà, donc si tu as une équipe une en nationale et que ton centre de formation te coûte quasiment le budget de ton équipe première, c'est vrai que c'est compliqué.
Après, voilà, ce sont des choix à faire, et c'est vrai que si le centre de formation de Nancy est prometteur, ce serait bien de l'aider, et voilà, c'est peut-être aussi une décision à travailler avec les collectivités locales. Et enfin, la dernière question de Manu B. Aujourd'hui, c'est le 5 mai, il n'y a pas de match à cause de la commémoration des 32 ans de la catastrophe de Furiani. Quel est le souvenir que tu as de ce drame? Ce soir-là, j'étais à l'équipe, j'étais à l'équipe des correcteurs, et on avait Jean-Marie Lanoé, qui était un de nos 3 envoyés spéciaux au match, avec Jean-Paul Oudot et Laurent Wetzel. Et en fait, il était au téléphone avec sa femme quand la tribune s'est effondrée. Voilà, il est passé à 2 mm d'être tétraplégique. Aujourd'hui, Dieu merci, il va aussi bien que possible. Voilà, c'est évidemment un drame humain terrible. C'est aussi un drame de la cupidité, parce que les gens ont voulu faire du fric en mettant une tribune qui n'avait pas lieu d'être et qui était totalement inadaptée en termes de sécurité. C'est bien qu'il n'y ait pas de match ce jour-là. C'est bien que le football ait de la mémoire, et qu'on se souvienne tous avec le peuple corse de ce qui s'est passé ce jour-là à Furiani. Et voilà, et c'est un moment de recueillement, et aussi l'occasion pour moi d'embrasser très fort Jean-Marie. Voilà, j'ai fait un petit peu plus court que d'habitude, comme je vous l'ai dit. Voilà, on garde pas on garde les bonnes habitudes, on met un pouce, on s'abonne. Encore merci infiniment pour tous vos messages de soutien. Je vous aime fort. Ciao.